Je répète non plus sur le ton de celui qui pratique la criaillerie soft, mais la criaillerie, mais sur le ton du désespéré. C'est une équipe qui est quand même par Mons et par Vaux, et c'est surtout moi qui suis celui de la maison, l'officiant de la maison qui est censé organiser ce séminaire, auquel nous vous remercions d'assister ou de participer activement, chers étudiants qui auront leur note lundi matin. J'aurais besoin d'aide, mais apparemment nous sommes dans un pays, on a l'air d'un faillot, on est trop timide, ou on est très cossard, je ne sais pas, c'est pas possible. Si on veut commencer à 2 heures, sachant qu'il y a 10 petites affaires à régler, ce serait bien que, non pas une personne attitrée, mais 5, 6, 8 se disent « j'arrive à 2h moins 5, je demande si je peux être utile ». C'est une bouteille à la mer, mais comme elle est lancée par un désespéré, je n'en attends pas trop, je ne peux avoir que de bonnes surprises. D'autre part, Épicure dit que les dieux sont les plus beaux produits du hasard. Nous avons aujourd'hui le bonheur d'avoir Jean Roblin, qui, comme beaucoup de nos amis, est un des plus beaux produits du hasard universitaire, qui a été élu professeur, mais oui, dans l'université française, à Nice, qui est maintenant professeur émérite dans cette même université de Nice, qui va nous parler, comme vous savez, avec pour titre de sa conférence « La société communiste vue par Marx ». Je regarde bêtement un pensum concernant mon ami et vieux complice que je connais depuis de très longues années et dont beaucoup ici ont déjà lu et apprécié les travaux. Parmi ses ouvrages, Pour une rhétorique de la raison, qui met 2006, Qu'est-ce qu'un homme ? Entre parenthèses, philo pour enfants, chez Gallimard, Le temps de l'homme et le temps du retour, dans Noésis numéro 11, 2006, des plus gros quand même, je vais commencer par ça, Marxisme et socialisation, 1989, des ouvrages de fond, La rationalité de la politique, aux presses de Besançon, La petite fabrique du droit, chez Quimet, un livre sur Maïmonide et le langage religieux. Et voilà, quoi, ça suffit parce que je vais te faire tout de suite rougir. Sa contribution à la réflexion marxologique en France est marxienne et je pense qu'il me laissera même dire marxiste et fondamentale. Et ça a été dit à l'occasion de pas mal de combats qui ont fait qu'il a fini par être un des plus beaux produits du hasard. Et on est vraiment heureux que c'est en tant que tel qu'il vienne nous rendre visite. Je donne la parole, cher Jean. Et même le micro, ce qui est plus dangereux. Bon, remettons les choses en place entre tous les livres cités d'imagement par Jean. Le seul succès de Librairie, ça a été mon livre de gosse fait avec ma fille, tout simplement parce qu'il y a un chien dedans. Voilà. Bon, revenons maintenant à notre sujet. Disons que par rapport, si vous voulez, à la tradition marxiste, il importe de prendre une distance tout simplement sur le fait qu'on a très longtemps cru que Marx donnait, somme toute, une définition univoque du communisme. En réalité, on va voir que c'est peut-être moins simple que cela. Il donne plusieurs définitions du communisme. Bien sûr, il y a une constante. Une fraction commence de se constituer. Certains prétendent que tu parles un peu trop près du balcon. Ça peut mener loin. Ça peut mener, c'est vrai. Apparemment, il y a une constante dans ces définitions, c'est l'association. On connaît la formule du manifeste, hein. Une association où le libre développement de chacun est le libre développement de tous, mais dans le capital, on aurait la société comme association consciente et agissant selon un plan. Dans le livre 3, Pléiade de 2, 1327. Seulement, Marx dit aussi production sociale, dans le livre 2 du Capital. Il dit enfin une troisième formule qui regrouperait les deux en évoquant l'élaboration des conditions de production
en conditions de production universelle, collectiviste, sociale. C'est dans le livre 3, Pléiade 2, 1044. Alors je prends la Pléiade parce que c'est la seule édition, malheureusement, dans le commerce. En réalité, je traduis directement sur le texte allemand, parce qu'il y aurait trop à dire sur ce point. Alors, tous ces thèmes s'accordent-ils? L'association évoque un accord volontaire et prend en charge le moment d'individualisation exprimé par la formule du manifeste, sur laquelle on a commencé. Le développement de l'individu, condition du développement de tous. La libre association s'oppose aussi à la contrainte salariale et à la liberté de la concurrence, qui repose, elle, sur la scission des producteurs privés. Mais dire production sociale implique un primat du tout sur l'action des individus. Le tout, là, ne se réduit pas du tout à, en somme, une agrégation, à l'action simplement volontaire et consciente des membres et à l'agrégation de l'action des membres. Et c'est en tant que tel, bien sûr, qu'on pourra dire que le communisme est un rapport social. Parce qu'on pourrait soutenir très bien que si on s'en tenait à l'association, le communisme ne serait plus à proprement parler un rapport social si celui-ci se définit selon la formule consacrée par la préface de 59 comme nécessaire et indépendant de la volonté des hommes. Alors bien sûr, référence constante de la tradition, le manifeste donne une image assez nette de ce qui est devenu la conscience commune du socialisme, pour dire vite. Bon, par exemple, centralisation du crédit entre les mains de l'État par une banque nationale au capital public doté d'un monopole exclusif, centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport, multiplication des usines nationales et des instruments de production, défrichement et amélioration des terres cultivables d'après un plan collectif. Travail obligatoire à égalité pour tous, création d'armées du travail, en particulier dans l'agriculture. Ce texte qui semble assez caractéristique, en somme, de ce qu'on a entendu par l'appropriation sociale ensuite, est tout de même, ne l'oublions jamais, un texte de mesure immédiate. La traduction française du livre 1 du Capital mentionne dans le fameux passage sur la Robinsonade, un plan concerté. Bon, le mot n'est pas dans le texte allemand, mais l'allemand, une page plus loin, nous parle d'une distribution sociale suivant un plan, et l'expression n'est pas traduite comme telle dans le français de Marx. Et le livre 3 nous fournit une allusion à un contrôle effectif prédéterminant de la société, Pléiade de 978. Alors cet ensemble pourrait effectivement coller bon an mal an avec la conscience commune, nationalisation, plan, et puis au moins en creux, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, pouvoir des travailleurs, mais dans une certaine imprécision des termes. Or, première question, la suppression de la propriété privée assure-t-elle la transition au communisme? On répondra qu'elle instaure un capitalisme d'État, et que c'est d'ailleurs visible dès le début, très tôt, dans le programme des communistes, largement rédigé par Marx, qui, par exemple, maintient, au moins initialement, l'argent, le commerce et le capital. La nationalisation des banques, dit le programme, en une banque unique, en substituant progressivement le papier, monnaie, à l'or et à l'argent, rend moins cher l'instrument du commerce bourgeois, le moyen d'échange universel, et permet de faire agir l'or et l'argent sur l'extérieur. Alors comment le capitalisme d'État se mue-t-il en communisme? Chacun ici connaît les formules sacramentelles d'Engels. Le rapport capitaliste n'est pas abrogé, il est plutôt poussé à son comble, mais à ce comble, il se renverse. La propriété d'État n'est pas la solution du conflit, mais elle recèle en soi le moyen formel qui donne prise à la solution. Mais quand il faut développer en quoi consiste le fameux renversement, Engels me semble, à vrai dire, bien vague. Cette solution, nous dit-il, peut seulement consister dans la reconnaissance, dans les faits,
que la nature sociale des forces productives, dans le fait donc que les modes de production, d'appropriation et d'échange sont mis en accord avec le caractère social des moyens de production. Et ceci ne peut arriver que si la société prend ouvertement et sans détour possession des forces productives qui excèdent toute autre direction que la sienne. Bien sûr, vous avez reconnu l'anti-Düring, dans le texte allemand, tome 20, page 260, édition sociale, page 318, dans la vieille trace des éditions sociales. Comment déjà passe-t-on de l'État à la société? Cela n'est pas dit. Après tout, il ne suffit pas que l'État s'empare de l'économie pour dépérir, sinon des expériences qui ont eu lieu après se seraient probablement déroulées quelque peu autrement. L'histoire du socialisme réellement existant nous prouve que le renversement du capitalisme d'État dans son contraire est peut-être tout simplement un conte de fées. Alors il existe chez Marx une seconde image de la socialisation, longtemps méconnue, et qui semblerait, cette fois-ci, pouvoir distinguer entre socialisation et étatisation. Est-elle vraiment compatible avec la première? C'est toute la question. Si l'ensemble des coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prendre sous sa direction pour mettre fin à l'anarchie constante et au retour périodique des convulsions qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce d'autre, messieurs, que le communisme possible? Vous avez reconnu la guerre civile en France, donc le texte sur la commune, tome 17, page 343 pour les intimes. La coopérative définirait donc la forme propre ici de l'appropriation communiste, la nature même d'ailleurs de chaque usine. Et elle est destinée à remplacer la mythique unité des citoyens, l'unité nationale si vous voulez, par l'unité réelle des producteurs. Avec la propriété collective, disparaît la prétendue volonté du peuple pour faire place à la volonté réelle de la coopérative, nous disent les notes sur Étatisme et anarchie, 18-635. Alors le problème, évidemment, c'est que Marx nous a assuré dans le Capital, dans le livre 3, que la coopérative n'est pas un dépassement en tant que tel du capitalisme non plus. Elle apparaît comme une forme de transition, une solution positive des contradictions du capital, mais à l'intérieur du capital. En somme, comme telle, elle laisse les travailleurs s'exploiter collectivement. Les usines coopératives des ouvriers sont à l'intérieur de la vieille forme, la première rupture de la vieille forme, croient qu'elles reproduisent et reproduisent nécessairement, naturellement partout, dans leur organisation effective, tous les défauts du système existant. Mais l'antagonisme entre travail et capital est à l'intérieur d'elle abrogé, quoique seulement sous la forme où les travailleurs en tant qu'association sont leurs propres capitalistes, c'est-à-dire appliquent les moyens de production à la mise en valeur de leur propre travail. Donc 25 456, Pléiade 2 1176. Donc vous voyez bien, le problème c'est que la coopérative non plus à elle toute seule n'assure pas, bien sûr, le dépassement du capitalisme en communisme. Elle n'a de sens d'ailleurs qu'étendue à l'ensemble de la société et unifiée par elle pour convertir la production sociale en un large et harmonieux système de travail coopératif. Il faut des changements sociaux généraux, changements dans les conditions générales de la société, qui ne peuvent être réalisés que par les moyens de la puissance organisée de la société. Le pouvoir d'État arraché des mains des capitalistes et des propriétaires fonciers et transféré aux mains des producteurs eux-mêmes. Il s'agit d'une résolution du premier congrès de l'International, Pléiade 1 1469. Alors, les bouleversements généraux, il faut bien le dire, Marx n'est pas autrement explicite. Et la planification ne semble pas suffire à les assurer, par exemple à faire dépérir le processus capitaliste de valorisation, ni à assurer à elle toute seule l'unité du large et harmonieux système de travail coopératif dont il nous parle, qui semblerait supposer que l'ensemble de la société fonctionne comme une sorte de coopérative unique. Mais là alors, cette union des coopératives pose, au moins dans l'émergence de la société
communiste, le problème redoutable de ces rapports avec ce qui reste de l'État socialiste, à une extériorité possible de cet État à la fédération des coopératives qui en est présentée comme la condition. Donc la coopérative a besoin elle-même d'être libérée pour s'insérer, si j'ose dire, dans le nouveau mode de production. En tant que telle, elle serait plutôt un mode d'organisation du travail. Alors on a un témoignage là, qu'on ne peut pas mettre en doute, d'autant qu'il mouille Marx directement, c'est celui d'Engels, qui précisément en fait un type de gestion des entreprises socialisées. Marx et moi, nous n'avons jamais douté que pour passer à la pleine économie communiste, la gestion coopérative à grande échelle constituait une étape intermédiaire. Seulement, il faudra en prévoir le fonctionnement, de sorte que la société, tout d'abord l'État, conserve la propriété des moyens de production afin que les intérêts particuliers des coopératives ne puissent pas se cristalliser en face de la société en son ensemble. C'est une lettre à Bebel du 23 janvier 1885. La coopérative, alors, répondrait à un problème spécifique, briser ce que Marx appelle la subvention réelle du travailleur au capital, c'est-à-dire sa subordination dans le procès de production, si vous voulez, telle qu'elle s'exprime dans la division du travail, dans l'emploi des machines, dans ce que Marx appelle une technologie sociale. Se pose toujours, évidemment, le problème des rapports avec, au moins dans un premier temps, l'État socialiste, puis l'organisation de la société dans son ensemble. Si la démocratie directe communale est bien, comme nous dit Marx dans le fameux texte sur la guerre civile en France, la forme politique de l'émancipation du travail, alors cette forme politique ne ferait que concentrer en quelque sorte ce qu'il appelle aussi dans la résolution du premier congrès de l'Internationale le système républicain de l'association de producteurs libres et égaux. Moyennant quoi, évidemment, le binôme, si on peut dire, coopérative et démocratie directe communale, assurerait le fameux renversement d'Engels, même si par soi la coopérative, en tant que telle, n'est pas une sortie définitive du capitalisme. Alors, il y a un ennui à admettre cette version, qui, effectivement, semble autorisée par le rapprochement des textes de Marx, c'est qu'elle semble impliquer que le communisme reste, en fait, une réalité politique. Et vous le savez, dans la version canonique, mais elle est autorisée bien évidemment par les textes de Marx lui-même, en principe, le communisme est un au-delà de la politique. Hein, en fait, bon, alors là, évidemment, on connaît tous la fameuse formule d'Engels hein, sur l'administration des choses qui remplacerait le gouvernement des personnes. Bon, et qui, en fait, peut s'autoriser, hein, de version de Marx lui-même. Il ne s'agit pas du tout ici de dire que c'est lui qui a inventé ça tout seul. Les indications les plus précises, curieusement, on les trouve, à mon avis, dans un texte en apparence assez mineur. Marx dit, par exemple, je le dis au contraire, le mouvement social amènera à décider que la terre ne peut être possédée que par la nation elle-même, abandonner le sol aux mains de travailleurs ruraux associés, reviendrait à livrer la société à une classe exclusive de producteurs. Il s'agit d'un article sur la nationalisation de la terre, qui était paru dans The International Herald du 15 juin 1872, que vous trouvez d'ailleurs dans le commun de la Pléiade. Du coup, on voit bien, l'unité sociale de l'appropriation devrait surplomber, si vous voulez, les formes de direction coopérative propres à chaque type de production, à l'agriculture qui est évoquée ici, etc. Ce qui, bien sûr, s'oppose au thème d'un fédéralisme anarchisant du type la mine aux misonneurs, la terre aux paysans, etc. Et là, une fois de plus, eh bien, on comprendrait le rôle de la démocratie directe communale, faire en sorte que l'unité centrale soit bien la concentration des rapports de pouvoir nés dans les coopératives et non une unité étatique transcendante.
Le thème collectiviste, en somme, à lui tout seul, ne peut pas prendre en charge l'unité des divers niveaux de l'appropriation et de la pratique économique communiste, hors de cette unité démocratique. Alors, voyez bien toujours le problème. Dans ce cas-là, on comprend très bien quel serait le dispositif. Il y aurait le républicanisme de base interne aux entreprises, si l'on peut dire, hein, celui évoqué par l'international, par la résolution du premier congrès, et la concentration de ce pouvoir et par la démocratie communale. Bon. Qui serait cette forme d'État dépérissant dont nous a ensuite parlé la tradition. Mais là encore, il y a bien toujours ce heurt à cette idée venue du fond des textes de Marx, selon laquelle, en somme, le communisme serait au-delà de la politique, que le social, si vous voulez, serait finalement l'abolition et ferait la peau à la politique. Alors, l'association là-dedans, l'association semblait pouvoir être là pour faire un peu le pont des deux images, bien sûr. Mais encore faut-il que cette solution ne soit pas un mirage. L'association, elle semble s'exprimer dans la coopérative. À la fois forme sociale de propriété, mode d'organisation du travail, qui s'oppose à la coopération capitaliste. Mais l'association semble effectivement faire basculer le communisme hors de cette réalité politique qu'est la démocratie directe telle qu'elle est perçue dans le texte sur la commune. Évidemment, tout irait bien, si on peut dire, s'il s'agissait simplement dans la socialisation de socialiser les forces productives. Ce que laisse entendre Engels dans l'Anti-Düring. Mais tout le problème, c'est que ça suppose là une étrange continuité entre ce qui se passe sous le capitalisme et ce qui se passe sous le communisme. Une continuité, remarquez-le bien, qui est dite par Marx, en particulier dans la critique du programme de Gotha. La métaphore, la fameuse métaphore de l'accouchement, telle qu'elle sort des flancs de l'ancienne société. Oui, mais y aura-t-il vraiment une continuité entre l'organisation du travail telle qu'elle existe, même dans les énormes entreprises capitalistes, et ce qui peut se passer sous le communisme, on peut en douter. Pour vous indiquer juste une piste de déraillement, il y en a un qui jouera à fond la carte de la continuité, c'est Kautsky. Bon. Mais Kautsky, par exemple, n'hésitera pas à prôner le travail posté, les 3-8. Je ne sais pas comment vous voulez faire penser ça aux chers camarades concrètement, vous voyez, mais autrement dit, aller à fond dans le sens d'une continuité, en somme, entre les procès de production capitalistes les plus développés et le communisme. Bon. Et évidemment, ça va se rejouer aussi, vous le devinez, bien sûr, dans l'Union soviétique, par exemple, dans les débats extrêmement tragiques, dès le début 1918, sur l'introduction ou non du Fordisme et quelle distance on prend vis-à-vis du Fordisme. Bon. Puis évidemment, si on avait cette continuité, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. La Régie Renault de 1945 ou la SNCF auraient pu passer pour des dépassements du capitalisme. Bon, est-ce que c'est le cas? Je crois qu'il ne faudrait pas s'aventurer trop loin sur cette voie. Deuxième gros problème, vous voyez bien qu'on arrive ici à des difficultés. Bon, deuxième gros problème, le plan et le marché. L'opposition du plan et du marché, qui suppose le remplacement, on a déjà vu des formules qui vont dans ce sens-là, d'une régulation inconsciente et involontaire par une régulation consciente et intentionnelle. Bon, alors il faut déjà faire attention à une chose, je vais le redire souvent. Bon, Marx, d'abord, généralement, il parle peu
d'un plan en tant que tel, il utilise surtout l'adjectif, plein de massif. C'est-à-dire, si vous voulez, selon un plan, quoi, conforme à un plan. Bon. Seulement l'adjectif, il ne nous dit pas grand-chose sur ce que pourrait être le plan. À la limite, dans le langage courant, il peut être aussi utilisé pour dire simplement intentionnel, quoi. Vous voyez, réfléchi et concerté, quoi. Ça ne nous donnera pas des techniques de planification, bon, et qui d'ailleurs, à ma connaissance, peut-être, je ne connais pas tout, hein, mais à ma connaissance, elles sont introuvables chez Marx. Et on le voit bien d'ailleurs, bon, reprenons un des textes qu'on a déjà cités, dans le livre 1 du Capital, au moment où, donc, c'est le fameux texte sur la robinsonade, etc., à la fin du chapitre de la marchandise, quand Marx nous dit, dans le français, parle d'un plan concerté, hein, une association d'hommes libres qui agit selon un plan concerté, le texte allemand, à la place, porte une réunion d'hommes libres dépensant d'une façon consciente de soi leurs nombreuses forces de travail individuelles. Autrement dit, dans le texte allemand, ce qui remplace le plan, c'est le fait d'être conscient, vous voyez, et pas simplement d'être dans l'anarchie capitaliste. Alors, comme on le disait, bon, la page suivante, il y a bien une allusion à un plan dans le texte allemand qui, ce coup-là, n'est pas traduit par le français. Ce qui montre bien que Marx, si vous voulez, n'accordait probablement pas la même importance au plan que ce qui va devenir, en somme, dans la tradition, ensuite dans l'orthodoxie. Et qu'en tous les cas, il entendait peut-être pas par plan, il n'avait peut-être pas dans la tête ce qu'on a mis ensuite là-dessous. Simplement, donc, à la place d'un équilibre a posteriori par le marché, hein, l'échange marchand, une production socialisée réaliserait, comme on l'a déjà dit, un contrôle social effectif prédéterminant, c'est l'expression de Marx, permettant à la société d'établir, dit-il, la connexion entre le volume de temps de travail social employé à la production d'articles déterminés et le volume de besoins sociaux à satisfaire par ces articles. Hein, donc, livre 3, 25 197, Pléiade 2, 978. Le contrôle, en somme sociale, aurait ici deux fonctions. D'abord, distribuer la dépense de travail social pour équilibrer les diverses branches de l'économie en fonction de la production prévue, et puis ensuite, ajuster celle-ci aux besoins des producteurs en donnant une règle de répartition des produits entre ceux-ci. Et Marx, d'ailleurs, dit très clairement, hein, en guise seulement de parallèle avec la production marchande, nous présupposons que la part de chaque producteur aux moyens d'existence est déterminée par son temps de travail. Le temps de travail jouerait ainsi un double rôle. Sa distribution sociale selon un plan règle la juste proportion des différentes fonctions du travail aux différents besoins. D'autre part, le temps de travail sert également de mesure de la part individuelle que prend le producteur au travail commun, et donc aussi à la partie de produit commun consommable individuellement. Parce que bien sûr, il faut bien défalquer tout ce qu'il faut pour recommencer la production, tout ce qu'il faut pour reproduire des moyens de production, etc. Sans parler des retraités, merci pour moi, et des autres. Alors là, on a une indication quand même précieuse. Si on peut parler encore d'échange, c'est d'un échange de temps de travail avec la société comme tout, à travers ces deux fonctions de répartition que l'on vient de voir. Le travailleur individuel fournit une fraction de travail social, il reçoit une proportion équivalente en somme du produit social réservé à la consommation, une fois qu'on a déduit tout ce qui est nécessaire à la reproduction sociale. Marx, là encore, le dit, le même quantum de travail social qu'il a fourni à la société sous une forme, il le reçoit d'elle en retour sous une autre forme. Ça, c'est dans la critique du programme de Gotha. Donc, 19-20, Pléiade 1, 1419.
Et donc, il n'y a pas à proprement parler échange de biens, mais seulement de travail. De travail sous diverses formes. Donc, pas de véritable circulation. L'argent cesse de circuler, et du coup, ce n'est plus de l'argent. Ce qui caractérise, si vous préférez, l'argent, c'est l'autonomie de la circulation monétaire. C'est le fait que le signe de richesse, qui chez Marx est aussi une marchandise, se détache de la richesse. C'est d'ailleurs explicitement dit dans le livre 3, 25 589, P2 1257, les effets de la fuite de l'or révèlent d'une façon frappante l'état de fait que la production n'est pas effectivement soumise, comme production sociale, au contrôle de la société sous cette forme. La forme sociale de la richesse existe comme chose hors de celle-ci. Voilà. Alors, c'est ça, en somme, à quoi Marx veut faire la peau, que la forme sociale de la richesse existe comme une chose à côté de la richesse. Et c'est toute la différence avec les fameux bons qui seraient censés remplacer l'argent sous le communisme, et dans lesquels les bons esprits, n'est-ce pas, ont vu le comble de l'utopie aberrante, voire de la fumisterie. La société distribue la force de travail et les moyens de production dans les différentes branches d'activité. Les producteurs peuvent, j'en conviens, recevoir des bons en papier contre lesquels ils retirent des réserves sociales de consommation un quantum correspondant à leur temps de travail. Ces bons ne sont pas de l'argent, ils ne circulent pas. Alors, ça fait ricaner, mais il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai lu un texte, si j'ai bonne mémoire, du dirigeant vert, M. Cochet, qui n'hésitait pas à dire ce qu'il nous faut, c'est de la monnaie en quelque sorte évanouissante, qu'on remplace tous les 3 mois par une autre, pour ne pas justement que puisse y avoir de spéculation sur la monnaie, etc. Bon. Vous savez, M. Jourdain, il faisait de la prose sans le savoir, Vlaclante, il fait du Marx sans le savoir. Bon. Et puis, il y a d'autres très bons esprits économistes qui ont commencé à nous dire « Oh, mais il faudrait supprimer, en somme, les opérations propres des banques. Faire en sorte qu'elles ne soient là que pour faire de l'avance aux entreprises. » Enfin, en gros, que les banques ne soient plus des banques. Alors, vous combinez tout ça, et puis vous commencez à vous dire « Mais qui sont en train de nager en plein dans le communisme, brusquement devenu très possible, lui aussi, comme disait la guerre civile en France. » Bon, alors, abandonnons ces épiphénomènes et revenons à Marx et à ses problèmes. Donc, vous voyez bien, l'essentiel, ce n'est pas l'existence ou non d'un signe de richesse ou d'un signe de temps de travail. C'est la suppression de la circulation autonome de ce signe. Et cette mort de la circulation autonome de l'argent signifie que l'essentiel, si on peut dire, du communisme va justement reposer sur la suppression du capital argent, sur les fonctions autonomes du capital financier. Ce qui me fait tellement marrer, quand je lis ces bons esprits qui nous disent « Oh, on va supprimer les opérations propres des banques. » Si nous pensons la société non comme capitaliste mais comme communiste, le capital argent disparaît totalement, par conséquent aussi les avatars des transactions qu'il introduit, écrit le barbu, c'est dans le livre 3, si j'ai bonne mémoire, Pléiade 2, parce que je me suis trompé dans la citation allemande, Pléiade 2, 693, mais c'est si j'ai bonne mémoire, c'est, parce que j'aime pas ça, c'est 25 316. Alors là, on a encore un problème. Le texte du Capital présentait, on a vu la formule, il présentait la comptabilité directe en temps de travail comme un procédé, en quelque sorte, d'exposition commode pour confronter le communisme à la production marchande et capitaliste. Si on suppose, bon, voilà, au moins dans un premier temps, etc. Bon. La critique du programme de Gotha précise que le parallèle ne s'applique qu'à une société communiste, non pas telle qu'elle s'est développée sur ses propres fondements, mais telle qu'elle sort précisément de la société capitaliste, donc encore entachée à tous égards, économique, éthique, spirituelle, des tares de la vieille société au sein de laquelle elle est sortie.
19, 20, Pléiade 1, 419. Mais d'autres textes font de cela une loi naturelle de toute production. En somme, une détermination invariante du champ économique. En voici un. Que cette nécessité de distribuer le travail social en proportion déterminée ne soit pas abrogée par la forme déterminée de la production sociale, que seul son mode de manifestation puisse changer, c'est self-évident. Des lois naturelles ne peuvent d'une façon générale pas être abrogées. Ce que je peux changer dans des conditions historiques différentes, c'est seulement la forme dans laquelle ces lois s'imposent. Il s'agit d'une lettre à Kugelmann du 11 juillet 1868, 32 523. Alors ça nous pose un gros problème. Est-ce que oui ou non, la distribution et la comptabilité en temps de travail sont en quelque sorte une loi sine qua non de l'économie, ou est-ce qu'on en aura un dépassement, promis apparemment par la critique du programme de Gotha. Et puis ça pose accessoirement un deuxième problème, c'est que Marx a tellement gueulé contre les économistes qui naturalisaient les lois sociales qu'on on a envie de lui dire, dis donc Pépé, tu ferais bien de te souvenir de ce que tu as écrit un peu avant. Bon. En réalité, je crois qu'on peut s'en sortir de celle-là et comprendre qu'effectivement cette distribution va prendre des formes sociales complètement opposées dans les sociétés, et sous le communisme aux yeux de Marx, alors une forme très particulière. Le capitalisme économise le temps de travail nécessaire à produire une marchandise. Le moins qu'on puisse dire, surtout en ce moment, c'est qu'il épargne pas le temps du travailleur, tendrait même à l'allonger, aussi bien mensuellement, annuellement, que d'ailleurs tout au long de la vie du travailleur. La retraite à 67 ans, c'est pour bientôt, courage. À l'inverse, alors, le communisme, il est régi par l'épargne de temps de travail, y compris du travailleur, et pas par la dépense de temps de travail. Autrement dit, le problème du communisme, c'est comment dépenser du temps de travail de façon à en dépenser le moins possible pour que le travailleur en ait le plus possible pour du temps libre. Bon. L'épargne de temps de travail égale augmentation de temps libre, c'est-à-dire de temps pour le plein développement de l'individu, développement qui, à son tour, agit en retour comme la plus grande des forces productives sur la force productive du travail. C'est dans les Grundrisse 42-607, Pléiade 2, page 310-311. Mais là, je vous mets en garde, s'il y a un moment où la traite de la Pléiade est particulièrement défectueuse, c'est sur les Grundrisse. Renversement, donc, où l'économie de temps, de travail, prime sur le temps lui-même. Et c'est là que ça diffère, si vous voulez, de la mesure de la valeur par le temps de travail. Une mesure qui, elle, homogénéise sur le marché les différents travaux. Sous le capitalisme, Marx nous le dit, mais bon, là encore, il a laissé beaucoup de choses en suspens. Ça se fait par la fameuse réduction du travail complexe en travail simple. Faire du travail complexe un multiple du travail simple. Combien vaut eh bien, le travail d'ingénieur par rapport au travail de l'Ouest des années 70 ou aujourd'hui à ce qui en serait peut-être l'équivalent. C'est ça la question. Bon. Donc ça, c'est la question du capitalisme. Dans une première phase de la société communiste où le temps de travail serait encore l'étalon de mesure, le problème c'est d'arriver à homogénéiser carrément ce travail. On le voit dans le texte de la guerre civile où Marx dit dès le début, hop, les fonctionnaires gagnent le salaire ouvrier, et puis point final, bon, avec le problème qui s'est là aussi posé pendant la Révolution russe, les spécialistes, pour utiliser le vocabulaire qui est devenu celui de l'époque. Mais sous le communisme, effectivement, le problème, c'est bien le temps économisé, qui suppose que les différents travaux sont déjà homogènes et égaux en qualité.
économie de temps et distribution planifiée du temps de travail entre les différentes branches d'activité, demeure la première loi économique sur la base de la production collective. Ceci, toutefois, est essentiellement différent de la mesure des valeurs d'échange, travaux ou produits du travail par le temps de travail. Les travaux des individus singuliers dans la même branche d'activité et dans les différents genres de travaux ne sont pas seulement différents quantitativement, mais qualitativement. Que présuppose la différence purement quantitative des choses? L'identité de leur qualité. Donc mesurer quantitativement des travaux suppose la parité, l'identité de leur qualité. Ça, il faudrait que ce soit dit. C'est encore un texte de Grundrisse 4205. Ça doit être Pléiade 2210. Alors, le présupposé de la comptabilité en temps de travail, vous voyez bien, c'est qu'on puisse faire dépérir la différence entre travail complexe et travail simple. C'est d'aller vers l'équivalence des travaux individuels. Alors, aux yeux de Marx, ce n'est pas du tout une utopie, ce n'est pas du tout fantaisiste. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement que la productivité sociale ne dépend plus du travail individuel. Le travail immédiat, dit-il, cesse avec elle d'être comme telle base de la production, parce que d'un côté, il est transformé en une activité pour l'essentiel de surveillance et de régulation, mais aussi parce que le produit cesse d'être le produit d'un travail individuel immédiat, et que c'est plutôt la combinaison de l'activité sociale qui apparaît comme le producteur. Toujours Grundrisse, donc 42, 604, 605, Pléiade 2, 308. Voilà pourquoi c'est plus le temps de travail qui détermine la création de richesse. Dès que le travail a cessé dans sa forme immédiate d'être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse nécessairement d'être sa mesure, et donc la valeur d'échange d'être la mesure de la valeur d'usage. C'est toujours le même passage des Grundrisse. Alors ces formules, quand même, mettent cette fois-ci en perspective la fameuse abondance du communisme, hein, qui a été aussi si souvent objet de moquerie, hein, le pays de cocagne, bon, le pouvoir de sarcasme. Parce que la vraie richesse, vous le voyez bien, la véritable abondance, ne consiste pas, pour reprendre un mot de Lénine, à se procurer autant de truffes et de pianos qu'on en a envie, bien évidemment. D'ailleurs, bon, Picasso le dira ensuite, hein, vous avez beau aimer le cigare, si vous en foutez 5 dans la gueule, vous n'arriverez pas à les fumer. Bon. Donc c'est pas ça, la fameuse abondance. Et c'est aussi pourquoi, d'ailleurs, la comptabilité par le temps de travail maintient quelque chose du statut, si vous voulez, de marchandise de la force de travail. Hein, comme le dit Marx dans la critique du programme de Gotha, règne ici manifestement le même principe qui règle l'échange marchand, pour autant qu'il ait un échange à égalité de valeur. Le droit égal est toujours dans son principe le droit bourgeois. 19 page 20, Pléiade 1, 1419. Le communisme, vous le voyez bien, ne se contente pas d'une nouvelle forme de répartition sociale du temps de travail. Il est subordonné au temps libre. La vraie abondance, c'est celle-là. Quand vous êtes dans à travail égal, salaire égal, d'abord, vous n'êtes toujours pas à ressources égales. Les individus sont inégaux comme les capacités, nous dit Marx, les situations sont inégales. Un couple avec 4 gosses a plus besoin qu'un couple sans enfants. Et évidemment, c'est à ce moment-là que Marx nous assène les formules qui ont suscité les sarcasmes les plus faciles. Dans une phase supérieure de la société communiste, une fois disparue la subordination asservissante des individus à la division du travail, et avec elle l'antagonisme du travail intellectuel et du travail corporel, la fameuse assimilation, la fameuse homogénéisation, une fois le travail devenu non pas simplement un moyen de vivre, mais le premier besoin même de la vie, une fois que le développement multilatéral des individus aura fait croître aussi leur force productive, et que toutes les sources de la richesse coopérative couleront à plein, alors seulement l'horizon étroit du droit bourgeois peut être dépassé totalement et la société peut inscrire sur ses drapeaux, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Alors bon, couleront à plein,
la trad habituelle s'écouleront avec abondance. Mais il n'y a qu'un ennui, c'est que le mot n'est pas dans le texte. Et évidemment, la trad introduit ici l'idée du pays de Cocagne, qui n'est pas dans l'original de Marx. Alors évidemment, nous sommes ici au-delà de l'égalisation juridique. C'est bien l'individu qui est ici premier. Dans nos sociétés, nous connaissons bien sûr des mécanismes d'équité rectificatifs de l'égalité juridique. Bon, ne serait-ce que les allocations familiales, par exemple. Dans la société communiste, il ne s'agit pas de rectifier. L'équité est première. C'est-à-dire que là, Marx s'offre le luxe, si vous voulez, d'une modification énergique de la définition de l'équité, donnée par un auteur qu'il adore et qui est, bien sûr, Aristote. L'équité n'est plus rectificative. Elle vient en tête. Ce qui caractérise la production capitaliste, c'est le déséquilibre inhérent à ces marchés. Si vous préférez, bon, s'il y avait une chose, je dirais, à retenir de la façon dont Marx raisonne en économie, ça serait de se dire que, contrairement à ce que vont raconter les économistes qui vont suivre, l'économie, ça ne se définit pas par la marche à l'équilibre, et surtout pas par la marche à l'équilibre du marché. Il y a bien une tendance chez Marx à l'équilibre du marché, mais ce qui est premier, c'est le déséquilibre, et de ce point de vue-là, le chaos du marché, si vous voulez. Et le plan, lui, a comme fonction une régulation des flux pour éviter déséquilibre et gaspillage. Là, c'est très clair. À l'intérieur de la production capitaliste, la proportionnalité des branches de production singulières se présente comme un processus constant né de la disproportionnalité, du fait que la connexion de l'ensemble de la production s'impose aux agents de la production comme une loi aveugle et non comme une loi comprise par leur entendement associé, donc dominé et ayant soumis le procès de production à leur contrôle commun, dit-il, livre 3, 25, 257, Pléiade 2, 1039. Donc le plan doit éviter les déséquilibres, mais vous le voyez bien aussi entre des temporalités différentes. Et ça, je crois que c'est une constante aussi de la façon dont Marx raisonne, l'économie c'est du temps. Et tout le problème c'est justement, en quelque sorte, d'harmoniser des temporalités qui ne marchent pas du même pas, entre autres. Ce que le capitalisme, à ses yeux, ne fera pas. Sur la base de la production sociale, écrit-il, il faut déterminer la production dans laquelle peuvent être effectuées les opérations qui retirent de la force de travail et des moyens de production pendant un temps assez long, sans fournir pendant ce temps un produit comme effet utile, sans nuire aux branches de production qui, de façon continue, ou la plupart du temps pendant l'année, au lieu de retirer seulement de la force de travail et des moyens de production, fournissent également des moyens d'existence et des moyens de production. C'est dans le livre 2, 24 358, Pléiade 2, 870. Cette nécessité même de lier les temporalités montre bien, à mon avis, que contrairement à l'image reçue, on n'est pas dans un rapport, si vous voulez, d'abondance absolue de pays de Cocagne. Dans lequel la reproduction sociale serait en somme systématiquement assurée par la production antérieure. Cette proportionnalité entre les branches directement productives et les branches, disons, reproductives, produit aux yeux de Marx les conditions et les moyens de la production qui permettent de proportionner aussi aux besoins sociaux. Il le dit assez clairement. Ce n'est que là où la production se trouve sous le contrôle effectif et prédéterminant de la société que la société établit le rapport entre le volume de temps de travail social appliqué à la production d'articles déterminés et le volume des besoins sociaux à satisfaire par ces articles. 25 197, Pléiade 2 978. Alors évidemment, là, on tombe sur un os, c'est que Marx ne nous dit pas comment la société fait pour évaluer ses besoins. C'est un des points dans lesquels
entre autres les néolibéraux se sont gonflés en disant de toute façon il n'y a pas de mécanisme par lesquels on peut comme ça évaluer hors du marché comment on pourrait évaluer les besoins. Vous voyez, il n'y a que le marché qui peut faire le boulot, et quand on fait autrement, quand on fait un prétendu plan, il y a contrainte sur les besoins, etc. Vous connaissez le baratin, il est très traditionnel. Et là, c'est vrai que Marx fournit très peu d'analyse des techniques possibles de planification. On ne trouvera, à mon avis, rien chez lui qui ressemble à la planification telle qu'elle va se développer ensuite en Union soviétique, par exemple. Pas d'indication sur la possibilité ou non d'intégrer l'ensemble des données de l'économie par un calcul linéaire, par exemple. Tout ça n'est pas évoqué. Il y a un texte où il en dit quelque chose. C'est un texte relativement précoce, d'ailleurs, c'est dans Misère de la philosophie. Il y voit le résultat d'une double convention. D'une part, pour fixer le temps de travail nécessaire à la production, d'autre part, pour l'adapter aux besoins. Ce qui est aujourd'hui le résultat du capital et de la concurrence des ouvriers entre eux sera demain, si vous retranchez le rapport du capital au travail, le fait d'une convention basée sur le rapport de la somme des forces productives à la somme des besoins existants. C'est dans Misère de la philosophie, Pléiade 1, 49-50. Je vous rappelle que si le texte est directement écrit en français, là, au moins, on n'a pas d'emmerdement de traduction. Alors, l'idée d'une convention semble, il faut bien le dire, aller plutôt dans le sens, je dis semble, parce que Marx n'est pas très explicite. Bon. Si on le relie à la fameuse association des coopératives, ça irait plutôt dans le sens d'une sorte d'organisation, je dirais, en réseau. Plutôt que d'une planification stricto sensu impérative venue de l'État, vous voyez, et en somme s'appliquant ensuite à la base. Bon. Mais, à ma connaissance, le barbu, là, nous laisse nous débrouiller nous-mêmes. La question, en fait, se cristallise une fois de plus sur l'unité de la force de travail, sur la fameuse unité des producteurs. Marx dit bien que les producteurs associés dépensent leur force de travail comme une force de travail sociale. Bon, il le dit, ça c'est la version allemande, et le français est plus explicite encore, comme une seule et même force de travail social. Bon. Est-ce à dire que ça implique l'atelier unique de l'État et la Révolution? Vous voyez, prendre un exemple qui a du poids, hein, Marx n'en dit rien. Et on a vu que justement, c'est tout l'enjeu du problème de l'association des coopératives, hein, qui semble aller donc vers une articulation en réseau plus que vers une centralisation intégrale. Alors, il me reste, c'est le temps j'espère, un dernier point sur lequel je vais vous ennuyer, c'est sur la rationalité que Marx prête à ce communisme, hein, qui, on le voit, pose, à mon avis, plus de problèmes qu'il n'en résout. Mais, somme toute, c'est, à mon avis, d'ailleurs, si vous voulez, ce qui fait que... Hein, ce qui fait l'intérêt de Marx, comme a dit Lante, hein, là où les autres voyaient une solution, il a vu des problèmes. Bon, le problème, c'est qu'il nous en a laissé. Bon. Mode de production absolu. Les ambiguïtés, les difficultés qu'on a vues, l'ambiguïté de la planification, elles reposent sur quoi? On a vu certains textes. Sur l'idée supposée d'une maîtrise intégrale de la production et des rapports sociaux qui vont avec.
l'idée d'une maîtrise sur les forces productives qui provient de l'idée d'un communisme solution, en quelque sorte, de toutes les aliénations, mode de production absolu et totalement transparent. Alors vous allez me dire que je vais bien loin. Alors revenons au texte. Selon cette ligne de pensée que je viens d'indiquer, la socialisation du travail fait disparaître l'aliénation consistant dans la domination du travail mort sur le travail vivant, dans le fait que les conditions de travail aujourd'hui sont étrangères et opposées au travail. Là, c'est très clair, je prends un texte, mais j'aurais pu en prendre 100, c'est pas la question. Mais avec l'abrogation du caractère immédiat du travail vivant, comme simplement singulier, ou simplement intérieurement, ou simplement extérieurement universel, avec la position de l'activité des individus comme immédiatement universelle ou sociale, les moments objectifs de la production sont dépouillés de cette forme d'aliénation. Ils sont par là posés comme propriété, comme le corps organique et social dans lequel les individus se reproduisent comme singularité, mais comme singularité sociale. Donc c'est dans les Grundrisse, 42 723. Il n'est pas traduit dans la Pléiade, dans la traduction des éditions sociales, c'était tome 2, page 323. Donc, maîtrise de la production par les individus associés, qui donne au travail de chaque individu singulier une valeur universelle. Et les conditions objectives coïncident ici avec les conditions subjectives du travail, dans la façon dont les individus réintériorisent dans leur activité, dans leur pratique, les conditions matérielles de celles-ci qui les dominaient auparavant. Si la production capitaliste intègre, si vous voulez, le travail vivant du travailleur à un dispositif productif qu'il dépasse, qui lui est étranger, la production communiste, donc, réintériorise ces conditions dans l'activité productive. Ce n'est plus tant le travail qui apparaît comme inclus dans le procès de production, que plutôt l'homme qui se comporte comme surveillant et régulateur du procès de production même. Ce n'est plus le travailleur qui insère un objet naturel modifié comme moyen terme entre lui-même, entre l'objet et lui-même, mais c'est le processus naturel qu'il transforme en processus industriel, qu'il insère comme moyen entre lui et la nature inorganique dont il se fait maître. 42 620, Pléiade 2 305. Donc, vous voyez bien, l'homme arriverait à être maître de la nature et de ses rapports sociaux, maître de sa propre coopération. Maître de la nature, non plus en la forçant de l'extérieur par des outils, comme le ferronnier, si vous voulez, force la plaque de cuivre au marteau, mais en industrialisant les processus physiques eux-mêmes. Songez à l'industrie chimique, qui se sert en quelque sorte des lois mêmes de la nature pour, en quelque sorte, truander la nature et fabriquer des trucs qui ne sont pas dans la nature. Poserait là le délicat problème donc, du productivisme de Marx et écologiste ou pas, qui a été posé ces dernières années. On y reviendra peut-être dans le débat, si vous souhaitez. La pratique productive, donc, apparaît comme subjectivisée. Elle devient simplement l'extériorisation, l'expression de la puissance des individus associés au lieu de lui échapper. Et Marx n'hésite pas à voir dans cette subjectivité donc un dépassement de l'indépendance même devant la nature, amorcé d'ailleurs par la propriété foncière capitaliste, puisque celle-ci, nous dit-il, transforme le travail agricole qui, par sa nature, apparaît comme une source immédiate de subsistance, en source médiatisée de subsistance, totalement dépendante des relations sociales. La dépendance réciproque, ajoute-t-il, doit d'abord être totalement élaborée avant qu'une communauté sociale effective ne devienne pensable. Tous les rapports existent comme posés par la société, non comme déterminés par la nature, ajoute-t-il,
Donc toujours Grundrisse, page 202, 42-202, Pléiade 231. Alors il est bien, hein, le rapport social, en quelque sorte, supprimerait l'autonomie du rapport à la nature, il l'absorbe. Ce qui là aussi est gênant, si on se souvient que dans un des derniers textes, dans les notes sur Wagner, il continuera quand même à dire que, par exemple, la nature est une source autonome de la richesse. Alors comment concilier le fait que la nature reste une source autonome de la richesse avec l'Aufhebung, pour parler le philosophique moyen, du rapport à la nature qui se trouve intériorisé complètement à la pratique. D'ailleurs, bon, les amateurs ont évidemment reconnu toute l'influence hegelienne. Il s'agit d'un long commentaire par Marx, tout simplement des paragraphes 209-212 de l'encyclopédie. Bon, en clair. Et ce que j'ai traduit par abrogation, c'est Aufhebung, toutes les traductions sont mauvaises, donc c'est, si vous voulez, cette fameuse opération de négation, suppression, conservation, hein, que décrit Hegel. Et abrogation est peut-être la moins mauvaise trad parce que le mot chez Marx peut avoir deux sens, le sens hegelien ou simplement le sens de mise à la poubelle, de suppression, et évidemment, bon, abrogation convient aux deux, quoi. Bon, enfin, peut convenir aux deux. Voilà. Alors cette maîtrise des rapports sociaux et de la nature s'exprime, aux yeux de Marx, il le dit d'ailleurs, dans la productivité illimitée du travail social qui seul peut constituer la base d'une société humaine libre. Toujours dans le même passage des Grundrisse. Alors là, ça pose aussi un petit problème, c'est en quoi sommes-nous, dépassons-nous la production pour la production, qui est le prototype, si vous voulez, de la fonction capitaliste, puisque le communisme, c'est la production pour les besoins. En réalité, il n'y a pas contradiction, bien sûr, mais à condition de supposer ce qui est très lourd, qu'il y a un accroissement illimité des besoins qui implique l'accroissement illimité de la production. Alors, vous voyez, on retrouve là, évidemment, le problème, par exemple, du rapport de Marx avec ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas une limite qu'on ne peut pas franchir. Et ce communisme apparaît comme le retour, en somme, à une unité simple des travailleurs et des moyens de production, un retour sur un plan plus élevé à l'unité simple du communisme primitif. Après la communauté primitive, après la scission du travailleur et des moyens de production qui illustrent le capitalisme, retour à une unité simple réfléchie. C'est sur la base matérielle qu'il construit et au moyen de la révolution que la classe ouvrière supporte dans le procès de cette création que peut seulement être de nouveau produite l'unité primitive, dit-il, théorie sur la plus-value, 26, 3, 414, 415, dans la vieille trate des éditions sociales, tome 3, page 498. Et c'est le retour de l'identité simple, primitive, et celle d'une transparence immédiate qui semble abolir la complexité des médiations, la nécessité des idéologies, etc. Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la production, aussi bien que dans la distribution. C'est bien sûr le texte du livre 1 du Capital, avec toujours le même passage à la fin de la page. Alors il est bien... ici, cette maîtrise en quelque sorte, qui évidemment, c'est cette maîtrise de la nature et de l'histoire qui distingue la transparence réfléchie du communisme de celle de la communauté primitive. Si bien que, effectivement, cette transparence abolit la nécessité de toute idéologie, par exemple. La structure du procès social de vie, c'est-à-dire du procès matériel de production, ne dépouille son nébuleux voile mystique que quand elle se tient comme œuvre d'hommes librement associés, sous le contrôle conscient et conforme à un plan de ceux-ci, c'est toujours le même texte du Capital. L'association et le plan suffisent, en somme, à réduire la complexité sociale, à supprimer tout rapport de pouvoir,
à rassembler l'ensemble des rapports sociaux dans une sorte d'intuition unique, un peu comme l'idée hegelienne à la fin de la grande logique, vous voyez, rassemble toutes ces déterminations dans une intuition unique. Digérés par lui-même ou peuvent contribuer effectivement à marquer ces ruptures. Voilà. Vous avez fait ressortir les caractéristiques du marxisme, parler d'un certain nombre de choses, du plan, etc. Il y a une chose que Marx n'avait pas à l'idée à l'époque, c'était ce qui est arrivé par la suite, c'est-à-dire le stalinisme. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de donner 2-3 éléments majeurs sur les principales contradictions de ce que vous avez exprimé, sur les points clés du marxisme et de ce qui s'est passé en URSS. Par exemple, l'État contre le collectif, tel que ça s'est passé. Alors ça, ce sont des contradictions entre stalinisme et le marxisme tel que vous venez d'exposer. Mais inversement aussi, quelles seraient des solutions pratiques qui, grâce à l'URSS, auraient pu être précisées et qui n'ont pas été, comme vous le dites, il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Je prendrai 2 exemples. Comment mesurer les besoins? Est-ce que cette époque du communisme réel en URSS a pu peut-être apporter des éléments pratiques pour essayer, par exemple, de mesurer les besoins? Comment a-t-on pu aller vers davantage de fusion aussi entre le travail complexe et le travail simple? Est-ce que cette époque de l'URSS nous a permis d'apporter des éléments pratiques, des éléments clés sur ces questions qui restaient ouvertes à l'époque de Marx? Disons, j'étais professeur d'histoire à l'éducation nationale. Je voudrais vous poser une question que je me pose souvent. À partir du moment où Marx va en finir avec le socialisme utopique, qui quand même est très important, avec Fourier, Owen, Saint-Simon, Cabel, Icari, etc. À partir de ce moment-là, je donne une date, mais ce n'est pas vraiment la date précise, mais en 1880, Engels écrit Socialiste utopique et Socialiste scientifique, où on va en finir avec l'utopie, et donc pour moi, avec toute une frange de théoriciens du mouvement ouvrier, quand même, ou très liés à la classe des travailleurs, à partir de ce moment-là, cet imaginaire-là est vu, est très mal vu, est vu comme caduque. Et dans une seconde partie, pour expliciter mieux ma question, Lénine, quand il va réussir avec les bolcheviks la révolution, va devenir aux yeux du monde ouvrier comme celui qui a réussi une révolution au nom des travailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, l'audience de Marx et du marxisme du mouvement ouvrier va être extrêmement important, bien qu'il y ait toujours des résistances en Italie avec les anarchistes, en Espagne avec les anarchistes, et en Ukraine avec Makhno, les makhnovistes, etc. Bon. À partir de ce moment-là, Lénine se trouve confronté à la question de l'État, puisqu'il ne s'attendait pas à ce que ça se déroule aussi vite, et des mesures vont être prises, et en fin de compte, comme l'imaginaire du mouvement ouvrier, entre guillemets, ou des théoriciens particulièrement anarchistes ne voulaient pas attendre que la société se réalise pour commencer à vivre autrement, et ça se retrouve de manière récurrente dans toutes les insurrections, dans toutes les révolutions, y compris en France avec mai 68, où on a vu des tas de communes se mettre en place. Alors elles ont fait énormément jaser, elles ont été ridiculisées. Bon, mais je trouve que c'était aussi bien que de vouloir construire une entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, Lénine prend le pouvoir avec les bolcheviks. Tout ce qui est en dehors du parti est contre l'imaginaire que le parti impose. Et tout ce qui va à l'encontre des directives de l'international va à l'encontre de la classe ouvrière, va contre le mouvement ouvrier. Et quand Staline va arriver, ça va être la fameuse phrase « il faut mieux avoir tort avec le parti que raison en dehors de lui ». Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est en dehors du parti et de ce que lui dit, de ce que doit être la société communiste, va être éradiqué. Alors, bon, dans l'Espagne libertaire, on va s'attaquer aux anarchistes, on va s'attaquer un peu partout à ceux qui pensent autrement, qui veulent une société différente. Alors ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui triomphe l'imaginaire capitaliste et qu'on est embourbé dedans complètement et qu'il n'y a plus d'utopie qui vit actuellement que capitaliste? Ce qui fait qu'on a tout un monde de gauche, entre guillemets, qui ne propose qu'un capitalisme plus humain, plus aménagé, mais tout domaine qui existait pourtant bien jusqu'en la guerre 14, y compris en France. Fourier, c'était pas seulement un rêveur, il y a eu des communautés fourriéristes aux États-Unis, il y en a eu en Russie, il y en a eu un peu partout en Europe. Tout cet imaginaire-là
a été laissée en friche du fait que Marx a voulu absolument éradiquer tout ce monde-là au nom du socialisme scientifique. Enfin, moi, c'est une question que je me pose beaucoup, quoi. Est-ce que ça n'a pas été une faille énorme dans l'histoire du mouvement ouvrier qui l'a laissé orphelin et démuni devant aujourd'hui la société de consommation? Donc on ne voit plus qu'une utopie qui fonctionne, c'est une utopie capitaliste. Et aucun n'a une idée de... Alors les alternatives tentent avec un autre monde est possible, mais vraiment il y a ce barrage, je veux dire, mental. Voilà, j'étais un peu long. Déjà, sur l'histoire du collectivisme, Marx emploie le mot. Et il l'emploie avec tout le côté flou que ça peut avoir. Et on voit bien d'ailleurs quel est un peu l'enjeu du débat une fois de plus, c'est que finalement, qu'est-ce qui est collectif dans tout ça? On peut dire évidemment, et Marx est le premier à le dire, que le capitalisme développe une production collective. Ça n'empêche pas d'ailleurs que la dite production soit commandée par des rapports de pouvoir très précis, en particulier aujourd'hui, vous voyez, tous les idéologues du management, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai eu recours au terme, c'est tout simplement qu'il est aussi dans la panoplie du vocabulaire de Marx. Alors ceci dit, il ne faut surtout pas croire que Marx a utilisé le mot dans le sens de on va éradiquer tout ce qui est individuel. On l'a rappelé dès le début, en réalité, le moment de l'individualité, on le voit dans le manifeste, dans la fameuse définition du manifeste, on le voit aussi donc dans le texte de Misère de la philosophie, dans ce thème de la convention, etc. Donc c'est pas du tout, en tant que tel, Marx n'est pas du tout là pour dire on va éradiquer en quelque sorte l'individualité ou je ne sais pas quoi du même genre. Il suffirait de lire les Grundrisse pour se convaincre du contraire. Bon. Et il ne faut pas non plus, si vous voulez, en quelque sorte confondre des formules de Marx, par exemple des formules politiques à court terme, en quelque sorte, programmatiques à court terme, avec la vision qu'il a globalement du communisme. Donc je crois qu'il faut, là encore, en quelque sorte être modeste, c'est pour ça que j'ai fait l'exposé comme il est là, justement ne pas partir trop de ce qui s'est fait et dit ensuite si on veut comprendre les problèmes propres à Marx. Bon. Et partir modestement de la façon dont lui-même dit les choses. Et là, collectif, collectiviste, ça fait partie du vocabulaire. Que ce soit en français, que ce soit dans l'original allemand. Bon. Alors, ensuite, effectivement, les problèmes se posent, bien sûr. Est-ce que les nationalisations de la libération pouvaient représenter le début d'un processus, etc. Oui, peut-être, bien sûr. Au même titre, si vous voulez, que les mesures immédiates du manifeste ou du programme des communistes de 1848 étaient données comme, bien sûr, le point de départ d'un processus. Bon. Je crois qu'on ne peut pas leur en prêter plus. On ne peut pas se dire pour autant que les rapports capitalistes étaient abolis, même dans les entreprises nationalisées de la libération. Bon. Et ce n'est pas parce qu'elles étaient, entre guillemets, des modèles sociaux, c'est-à-dire en clair, parce que l'exploitation il était beaucoup moins rugueuse que dans d'autres, suffisait de comparer Renault et Peugeot, par exemple, en particulier, bon, après, dans ma jeunesse, dans les années 50-60, il n'y avait évidemment aucune commune mesure entre les méthodes Peugeot et les méthodes Renault. Bon, entre la chasse aux sorcières d'un côté et effectivement, bon, mais vous voyez bien que ça ne suffit pas à dire, par exemple, c'est des entreprises, que Renault était une entreprise communiste. Bon, si vous voulez, ce que ça montre, c'est que pendant toute cette période, en particulier à cause du fait que dans l'après-guerre, entre autres, parce qu'il y avait évidemment
le spectre, si vous voulez, de l'Union soviétique, et que, comme dit plaisamment Sloterdijk dans un de ses livres, il suffisait aux travailleurs de regarder vers l'Est pour que les capitalistes se sentent tenus de mettre un peu la main au portefeuille. Bon, ça veut dire simplement que, vous voyez bien, c'est une période, si vous voulez, qui a été celle de compromis sociaux de masse, sous des formes diverses, à travers les nationalisations chez nous, à travers des compromis avec les syndicats, par exemple aux États-Unis. Bon, ça peut sembler bizarre, mais quand même, pendant très longtemps, dans les usines d'automobiles américaines, c'est les syndicats qui décidaient des promotions, tout simplement. Bon. Et je ne pense pas que personne ne dira, si vous voulez, que par là, vous voyez. Alors, début de processus, oui. Et malheureusement, là on peut être que d'accord, le processus, il a été assez vite liquidé. Avec, bon, enfin, là on va pas refaire l'histoire avec des résurgences intéressantes, bon, hein, mais bon, finalement, c'est une des graves défaites, si vous voulez, des mouvements sociaux. Mais je crois qu'il y a un bouquin qui est intéressant là-dessus, fait par un économiste, tout ce qu'il y a. C'est Robert Reich, Supercapitalism en anglais. C'est un bouquin extrêmement intéressant sur cette période où il décrit ce qu'il appelle le pas tout à fait âge d'or du capitalisme, par opposition, si vous voulez, au capitalisme financier qui a suivi, et qui, lui, alors, a mis fin à tous les compromis. Vous voyez, c'est l'époque, si vous voulez, où, avant, par exemple, les compromis syndicats patronaux aux États-Unis étaient très rarement dénoncés devant les cours de justice, et quand ils l'étaient, les patrons se faisaient presque systématiquement débouter. Et à partir des années 75-80, la mise en place du modèle Thatcher, Reagan et compagnie, c'est le mouvement inverse qui s'est fait. Bon, et les tribunaux américains ont systématiquement passé les compromis, même quand ils avaient été signés. Alors, je crois que c'est comme ça, malheureusement, qu'on peut dire les choses. Hein. Alors, début de processus à coup sûr, processus brisé encore plus sûr, malheureusement pas dépassement du capitalisme vers le communisme. Alors bon, évidemment, l'Union soviétique. Je crois que là, bon, je suis pas historien de métier, n'oubliez pas, bon, je suis philosophe de formation. Je crois qu'il faut bien voir une chose. Bon, la conjoncture de l'Union soviétique se prête pas initialement à la mesure des besoins. On n'en est pas là. Les premières tentatives de planification sont des planifications à la base, très vite, où il s'agit tout simplement, là encore, de mettre un peu des usines en rapport entre elles et des choses comme ça, vous voyez, tout simplement pour faire face au chaos et à la désorganisation totale de l'économie. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans les textes où Lénine parle du plan, il n'est pas du tout sur la ligne de la planification centralisée qu'on verra ensuite. Vous ne la trouverez pas. Bon. Alors, est-ce qu'il en aurait été partisan après? Bon, c'est très difficile à dire, on ne fait pas parler évidemment les morts. Il semble pas d'abord. Les quelques textes où il en parle semblent montrer qu'il était beaucoup plus sensible, si vous voulez, aux pions qui avançaient à la base qu'à toutes les centralisations établies a priori. Mais bien entendu, il ne l'a jamais connu. Donc. Et le problème rejaillit comme par hasard après la mort du leader. C'est à partir de 24 qu'on commence sérieusement à parler. Alors évidemment, c'est lié aussi à la conjoncture, bien sûr, au fait qu'avec le début de réussite de la NEP, on n'en est plus à se demander si on va bouffer demain, quoi. Hein, c'est à partir de 24 qu'on voit ressurgir le débat, vous voyez, et où, par exemple, Trotsky est plutôt un partisan de la planification centralisée. Quant à la mise en place du plan lui-même, alors vraiment de la planification quinquennale, etc., la planification stalinienne proprement dite, là, bon,
il faudrait pouvoir analyser ça dans le détail, mais je ne crois pas jamais que cette planification ait été faite en fonction des besoins. Je crois que, tout simplement, elle tentait de maximiser la production, tout simplement, dans un contexte, bon, c'est vrai d'ailleurs, d'hostilité, de guerre, etc. Bon, mais je ne crois pas qu'elle ait jamais été faite véritablement en fonction des besoins, même si c'était l'arsenal idéologique, vous voyez, officiel du régime, etc. Quant au problème alors de la réduction du fameux travail complexe au simple, effectivement, au début de la révolution russe, là, dans les premiers mois, on y va de façon grandiose, tout le monde au même tarif, c'est vite fait, vite fini. Bah oui, sauf que très vite, ne serait-ce que parce qu'on est bien incapable là, de faire fonctionner un semblant d'économie. Déjà, alors un semblant d'économie communiste, tu parles, bon, il s'agit tout simplement de payer les spécialistes, bon, de ramener les ingénieurs au boulot, bon, d'éviter qu'ils se barrent, etc. Bon, donc très vite, on en revient à des méthodes qui ont tout à fait à voir avec les méthodes capitalistes. Bon. Alors, là encore, il faudrait étudier les textes dans le détail. Vous voyez. C'est vrai que Lénine a eu une position, par exemple, très ambiguë sur tous ces problèmes-là. Bon, sur le taylorisme, par exemple. Oui, il y a un côté scientifique dans le taylorisme, c'est en quelque sorte, on compte sou par sou, quoi, vous voyez, etc. Oui, mais quand même, non, c'est pas du communisme. Dès qu'on pourra, on s'en passera. Voilà, on ne peut pas s'en passer. Alors, bon, etc. Vous voyez, toute cette mise en place-là, là encore, dans une situation où, de toute façon, c'était catégoriquement mais utopique de se dire on va faire autrement, de toute façon. Il s'agissait simplement de bouffer le lendemain, là encore. Bon, et c'était tout. Alors bon, le problème du passage du complexe au simple, il a été très vite éludé. Il faut payer les spécialistes. Bon, puis Lénine a dit, oui, de toute façon, avec toujours le même sang-froid, si j'ose dire, en crachant le morceau, oui, on va les payer. Il faut les payer, on va les payer, c'est tout. Et c'est pas du communisme, c'est du capitalisme d'État. Et le premier recul, il le dit, c'est du capitalisme d'État, mais il le dit tout de suite. Bon, dès janvier 18, vous trouvez autant de textes que vous voudrez disant mais non, on ne fait pas du communisme, arrêtez de vous la jouer, on va faire du capitalisme d'État parce qu'on fait ce qu'on peut. Bon. Et puis alors le deuxième recul, c'est en 21, bien sûr, après. Mais non, on ne va pas faire du communisme, on va faire du capitalisme d'État. Bon. Et alors là, évidemment, il se trouve que par une transsubstantiation que je n'ai jamais comprise. Bon, s'il y a des gens plus forts que moi, ils me l'expliquent. À partir de 24, ce qu'on appelait hier capitalisme d'État, quand le leader était encore vivant mais en train de crever, vous voyez, on l'appelle socialisme, et dans les textes officiels, ça devient du socialisme. Bon, alors, j'ai jamais compris, bon, c'est ma tête là, qui est très limitée. Simplement, bon, si vous regardez ensuite les textes où, par exemple, Staline parle du salaire, en disant le salaire socialiste, bien sûr, ce salaire, dans les textes de Staline, il maintient la coupure du travailleur et de ses moyens de subsistance. Alors c'est du salaire socialiste, mais je trouve qu'il ressemble comme un frère, vous voyez, au salaire. Voilà, c'est tout. Alors, après, je serais obligé il aurait fallu que j'amène les textes et tout ça pour être plus précis, si vous voulez. Alors oui, la question de l'utopie, ça c'est un vaste débat, parce que dans le marxisme, vous savez, Ernst Bloch avait pris l'habitude d'opposer une tradition chaude, justement, celle qui récupérait l'utopie, les exigences éthiques aussi, et puis une tradition froide, en gros, lui d'un côté, puis on pourrait dire Hilderding de l'autre, vous voyez, Capital financier, un livre qui se veut totalement scientifique, etc. Bon, donc ça s'est posé, je dirais, à l'intérieur même du marxisme, très souvent pour lutter contre, ou pour protester contre l'orthodoxie stalinienne, on a fait revenir, en somme, la puissance d'utopie, les revendications éthiques, etc. Bon, Bloch lui-même, mais d'autres. Alors,
D'abord, bon, c'est vrai que Marx n'a jamais prétendu liquider tout simplement l'utopie. Là encore, d'une façon hegelienne, il aurait prétendu en faire le dépassement, si j'ose dire, la fameuse Aufhebung, la récupérer en, si vous voulez, l'intégrant à quelque chose de supérieur. Bon. Le moment où, dans la problématique de Marx lui-même, se joue, à mon avis, le problème de l'utopie, c'est que Marx va être amené à, en somme, même comme dirigeant politique, il va être amené à étayer le mouvement social sur la nécessité historique. Il y a un texte, évidemment, c'est pas un texte canonique, c'est dans les procès-verbaux du Conseil général de l'International, où il est très clair, où il dit voilà, bon, il y a des revendications, on peut défendre le socialisme à coup d'appel à la justice, au droit, c'est un mauvais appel parce qu'on peut tout justifier par la justice et par le droit. Bon. Tandis que, l'argument suprême qu'on a avec nous, c'est qu'on a la nécessité dans le dos. Et donc, à partir de là, vous voyez, on va insister sur le caractère prétendument scientifique de l'analyse des contradictions du capitalisme et du fait qu'il va aller à sa perte. Bon. Sauf que, rappelez-vous aussi, quand on regarde les textes de Marx, il y a évidemment, oui, des textes catastrophistes. Par exemple, quand il parle des crises dans le livre 1 du Capital et qu'il dit que les crises se rapprochent, vous voyez, l'espace des crises se rapproche. Et donc, à un moment ou à un autre, on va entrer, alors là, dans la crise des crises, et bon, il s'en sortira plus, quoi. Bon. Et donc, il va se casser la gueule avec ça. Bon. Mais rappelez-vous aussi tout ce que Marx fait comme analyse de la crise dans le détail. La crise, c'est ce qui fout à genoux le mouvement social. Quand c'est que le capitalisme se porte bien, ça, il nous le dit aussi, dans le livre 1 même. En période de crise, merde, c'est là qu'on les fout à genoux. Donc là-dessus, quand on regarde l'analyse de détail de Marx, elle ne coïncide généralement pas avec les formules catastrophiques que vous trouvez dans certains textes trompettes, si j'ose dire, qui sont mobilisateurs, si vous voulez. Et ce qui s'est évidemment en plus passé, c'est que bien évidemment, vous avez ensuite ce marxisme de parti qui s'est développé et qui incarne la science. Bon. Et évidemment, bon, la formule canonique, bon, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais c'est celle qui termine, ou presque, l'opuscule de Staline, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique, où il vous explique effectivement que, en gros, oui, bien sûr, c'est une science et que celui qui dit la science, c'est le parti. Et c'est fini. Bon. Alors là, bien sûr, il n'y a plus d'espace pour quoi que ce soit, je dirais, en quelque sorte, l'ouverture de possibles. Puisque, somme toute, bon, l'utopie, ce à quoi elle a servi, c'est à ouvrir des possibles. Bon. Alors la situation que décrivait notre intervenante tout à l'heure, c'est celle, effectivement, d'un mouvement où il n'y a plus de possibles. Ce qu'on a appelé aussi la pensée unique, etc., pour nous dire qu'il n'y a plus de possibles. Sinon, effectivement, l'existant. Bon. Mais là, quand même, je vous ferai remarquer une chose, c'est plus tout à fait vrai. C'est plus tout à fait vrai parce que personne n'ose plus dire « seul n'est possible que le capitalisme ». Peut-être qu'on n'est pas, nous, à la hauteur de penser des possibles viables pour le mouvement social, bon. Mais l'autre tenant, à savoir « seul n'est possible que », ça, bon, même les têtes les plus rugueuses commencent à se dire qu'il faut faire attention, on met les pieds quand même. On voit partout, là encore, dans l'économie officielle, si j'ose dire, des gens qui vous disent « ah oui, peut-être que le capitalisme, peut-être qu'il ne va pas crever comme Marx le disait, mais il pourrait très bien se heurter effectivement à des limites écologiques, à d'autres formes de mouvements sociaux, etc. » Eux commencent à craindre les possibles. Sinon, on n'est pas encore foutu de les penser et de les énoncer.
C'est souvent le cas, vous savez, même parmi les philosophes. Hein. S'il y en a un, par exemple, s'il y a dans la tradition classique un philosophe ferme sur les principes, c'est bien Leibniz, qui vous explique carrément, hein, si j'ai bonne mémoire, le paragraphe 346 de la Théodicée, il vous dit, ah mais s'il n'y avait pas, même s'il n'y avait pas Dieu et puis l'harmonie, les pauvres pourraient gueuler contre les riches, les valets contre les maîtres, mais bordel, mon portefeuille est assuré, parce que, bon, lui, il est beaucoup plus conscient des enjeux de la philosophie que beaucoup d'autres gens. Vous voyez ? C'est nous qui sommes à la traîne. Eux, ils commencent déjà à se dire que ça sent le aussi. Merci. C'est vrai que... Non, ce n'est pas terminé. Pas parce que j'allais dire Malthus, Torres également s'inquiète, se demande comment faire pour que la crise sociale ne débouche pas sur une explosion alors qu'on est dans une période où ça n'est pas à l'ordre du jour. Mais je voulais surtout dire que ça n'est pas terminé parce qu'on a le temps, sans lasser personne, et surtout notre invité, pour une petite deuxième série de questions. Une, deux. Fini. On prend. Le Thierry Lyon. Oui, ça m'a intéressé quand vous avez défini la justice depuis Aristote comme l'équité d'abord et non pas la réparation, parce que on a BHN dans son dernier livre, le grand admirateur du philosophe Botul, qui n'a jamais existé, qui met au centre de sa pensée justement la réparation. Et plus sérieusement, alors, toutes ces questions renvoient aussi aux revendications. Par exemple, il y a un certain nombre d'essayistes, comme dans notre région polarienne, qui mettent en avant des revendications touchant à l'extension de la sphère de la gratuité en ce qui concerne par exemple l'eau, les transports. Ça renvoie bien sûr à une définition des besoins, mais qu'est-ce que vous pensez donc de ces idées-là? Professeur d'histoire, ça serait de savoir, enfin c'est plus qu'une remarque qu'une question, qu'est-ce que vous pensez du texte de Castoriadis qui s'appelle « Le contenu du socialisme » qui a été publié dans Socialisme ou Barbarie dans les années 50, republié en 10-18 dans les années 70, et à ma connaissance, c'est un texte qui discute vraiment dans les détails sur ce que serait le fonctionnement d'une économie planifiée et démocratiquement planifiée, avec des questions très concrètes sur comment faire pour diffuser l'information à la population, l'information pertinente, etc. J'ai l'impression que c'est un texte qui est très oublié, alors c'est sûrement dû au fait que Castoriadis ayant ensuite, par son évolution ultérieure, abandonné le marxisme. Ce texte est peut-être occulté par les marxistes aujourd'hui, et c'est un texte qui me semble quand même relativement intéressant. Avec d'ailleurs Lefort qui estimait, qu'il avait critiqué en estimant que c'était une utopie rationaliste. Alors on retombe sur les questions que vous avez posées. Sur Castoriadis, justement, quand vous avez parlé de la définition, le passage sur le règne de la liberté et le règne de la nécessité, quand il cesse d'être marxiste, c'est justement parce qu'il reproche à Marx d'estimer que la liberté réelle se trouve en dehors de la production et donc de se résigner en quelque sorte à ne pas vouloir modifier le processus de travail, etc. Juste une dernière remarque, dans les années 70, il y avait eu aussi un ouvrage de Jean-Luc Dallemagne qui s'appelait « Autogestion ou dictature du prolétariat », qui posait assez clairement ces questions de la coopérative, enfin l'autogestion à un niveau local, mais comment l'articuler avec justement une maîtrise globale d'une économie planifiée. Syndicaliste de l'éducation. Je voudrais avoir votre avis en fait sur les réhabilitations qui se passent en Amérique latine, notamment au niveau des 3 pays du nord et du sud, c'est-à-dire l'Équateur, Bolivie et Venezuela, puisque on retrouve certains aspects de la pensée marxiste, notamment avec la nationalisation de certaines ressources, la mise dans les mains de ce qu'on appelle les communautés de certains pouvoirs de décision. Donc voilà, je voulais juste avoir votre avis sur ces mutations. Bon.
Oui, mais effectivement, là, vous me menez sur un terrain sur lequel je n'aime pas trop m'engager par incompétence, tout simplement. Parce que, bon, par exemple, je connais beaucoup trop mal la situation des 3 pays d'Amérique latine pour vraiment, vous voyez, tenter d'en faire une analyse valable. C'est évident qu'il y a eu, si vous voulez, tout au long des mouvements sociaux, il y a eu des tas d'expériences dont on peut considérer que certaines formes, par exemple, ont été même des succès. Je pense à des types de coopératives en Espagne, des trucs comme ça. Et pendant très longtemps. C'est-à-dire que ça n'a pas été simplement un feu de paille. Hein. Donc il y a eu effectivement des expériences de ce type qui ont été menées avec un certain succès. Le problème qui, à mon avis, auquel on s'est trouvé confronté, c'est que malgré tout, il y a eu une sorte d'explosion, d'atomisation des mouvements sociaux qui font que désormais, si vous voulez, les formes traditionnelles dans lesquelles on a pensé, leur concentration, leur centralisation, si vous voulez, sont extrêmement difficiles à réaliser. La forme traditionnelle, effectivement, ça a été par exemple les expériences conseillistes, que ce soit en Russie, que ce soit en Italie en 1920, etc. Qui, elles, effectivement, retrouvent contre, il faut bien le dire, contre, si vous voulez, l'orthodoxie de la Deuxième Internationale, l'inspiration communarde. Parce que rappelez-vous que l'inspiration communarde, elle est très vite éliminée de la social-démocratie allemande. En gros, pratiquement avec le congrès d'Erfurt, c'est-à-dire le congrès refondateur après la période de clandestinité et tout ça, vous voyez. Donc c'est très rapide. Bon. Mais aujourd'hui, à mon avis, ça pose effectivement beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est plus valable, mais à mon avis, on n'a pas encore retrouvé, si vous voulez, de quoi relancer le processus, ne serait-ce que parce que ces conseils, effectivement, ils s'appuyaient sur une force de travail relativement centralisée, dans des usines assez puissantes et concentrées, et que très souvent c'est plus le cas, c'est-à-dire que le capitalisme a su admirablement rediviser la force de travail, l'éparpiller, et rendre du coup très difficile la reconcentration des mouvements sociaux. Bon, sans parler du fait de l'opposition, en somme, des intérêts, si vous voulez, des producteurs, des consommateurs, que le capitalisme financier a su admirablement mettre en avant, en particulier d'ailleurs en assumant lui-même directement un certain nombre de besoins sociaux, les retraites par capitalisation, etc. Donc, à mon avis, là encore, bon, quel que soit l'intérêt de toutes les expériences passées, on n'a pas sous la main de quoi les réactiver, si j'ose dire, utilement. Et là, évidemment, le théoricien couche les pouces, si j'ose dire, c'est-à-dire que je ne vais pas les inventer dans ma petite tête. Ça... De même, bon, les revendications d'autogestion, elles ont été multiples. Le problème de ce thème de l'autogestion, c'est que précisément, il reposait à sa façon ce qu'on a vu chez Marx. L'autogestion, on a parfois eu la tentation de traduire, vous voyez, les notes sur étatisme et anarchie, où Marx parle donc d'autogouvernement, on a traduit par autogestion. Seulement, du coup, qu'est-ce qu'on fait?
On supprime la dimension politique, bien sûr. L'autogouvernement transformé en autogestion, on supprime la dimension politique. Et beaucoup de revendications autogestionnaires, précisément, étaient des revendications, pourquoi pas, si vous voulez, utiles dans une entreprise, mais sans perspective politique. Celle que Marx a pu trouver dans l'organisation de la commune. Bon, l'ancêtre, si vous voulez, de la démocratie directe, des conseils, etc. Oui. Donc, je crois qu'on n'est pas au point pour, en quelque sorte, reprendre l'ensemble de ces sujets-là. Voyez ? Alors le reste, je préfère me taire. Alors que nous nous taisons définitivement, je vous rappellerai, chers amis, que nous sommes dans une maison où, comme partout, la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et la mort, c'est que nous avons 2 pics de fréquentation confirmés par nos joyeux sites internet, qui sont fin octobre, novembre et début décembre, et puis tout le monde se met à bachoter pour préparer les examens correspondant à des semestres qui durent 3 mois et quart. Et puis le deuxième pic, ça va venir dans 15 jours, mars, avril, puis le début du printemps, et la perspective aussi des examens quand même, le deuxième semestre, reviendra à la maison, ce qui est désespérant. Donc rien n'est grave. Je veux quand même vous dire que je compte comme le boutiquier Bentham dont parle Marx, et nous sommes depuis 2 fois 75 personnes, ce qui est quand même très honorable. Ça se voit pas forcément si on n'est pas aussi boutiquier que moi, mais faites vivre ce séminaire en faisant de la publicité, en disant que plus on est d'auditeurs et non pas de fous, plus on rit, en disant que nous constatons partout une sorte de syndrome inquiétant, qui est peut-être le prélude à notre dégagement dans une lointaine banlieue, puisque les centres historiques et les universités, ça fait, paraît-il, mauvais ménage en période néolibérale. Bref, si on était 200, 300, 450, comme on a eu été parfois, pas toujours, mais parfois, dans les années précédentes, à certaines occasions, ça serait encore plus beau. Voilà, donc c'est en même temps de l'autosatisfaction pour nous tous, et en même temps on invite à faire de la publicité. La semaine prochaine, avant de remercier une dernière fois Jean Roblin, bien sûr, notre ami Statis Koubelakis, qui a pas mal de soucis et qui sera à l'étranger, un peu pour ce genre de soucis, ne pourra pas assurer sa conférence, mais elle aura lieu, la conférence. Autrement dit, nous avons demandé un peu au pied levé à Didier Moncio, qui enseigne à Paris 7, de venir nous parler, j'écorche un peu le titre, mais on va dire du marxisme, des aléas divers du marxisme dans le monde arabe, en particulier en Égypte. Dans sa grande modestie, il a tenu à ce qu'on mette Égypte dans le titre. Enfin, disons que ça aura le grand intérêt, par un très bon connaisseur, de nous promener autour du problème du marxisme dans des pays, comme on dit aujourd'hui, politiquement du Sud. Merci pour votre présence à tous, pour votre attention. Merci Jean, à la semaine prochaine.